Page d'histoire présente le grand siège de Malte, du 18 mai au 12 septembre 1565. La lutte pour la domination de la Méditerranée entre les puissances chrétiennes et l'Empire ottoman. Les chevaliers de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem sont chassés de Rhodes par les Turcs à la suite du siège de 1522. L'empereur Charles Quint, inquiet de la montée de la puissance ottomane dans le bassin méditerranéen et soucieux de protéger Naples et la Sicile, qui font partie de ses possessions, leur offre de s'installer à Malte. La prédation maritime qui s'opère entre chrétiens et musulmans du milieu du XVe siècle jusqu'au milieu du XVIIe est une activité située entre la course et la piraterie sous prétexte de guerre sainte. Après de nombreux faits d'armes des chevaliers, Soliman décide à lancer une expédition contre Malte pour en finir avec les corsaires de l'ordre. Les chevaliers n'étaient guère enchantés de leur installation sur une île aussi aride et presque dépourvue d'arbres et de ressources. Ils délaissent la capitale Mdina, située au centre des terres, pour s'installer sur la côte nord, dans le port de Borgo, aujourd'hui Birgou, au centre de la vaste baie de Marsa, appelée aujourd'hui le Grand Port, et défendue par le fort Saint-Ange. Ils commencent alors à élever des défenses autour de Birgou, en même temps qu'ils continuent leur lutte contre les Ottomans en Méditerranée. Les activités navales des chevaliers ont commandé leur installation sur la côte nord de l'île de Malte. Là s'étendent deux grandes rades naturelles, celle de Marksamset et celle de Marsa, aujourd'hui le Grand Port, séparées par une presqu'île rocheuse, la péninsule de Xibéras. Des travaux sont entrepris dès 1540. Birgou est renforcé de nouveaux bastions, le fort Saint-Michel est établi au sud de Birgou pour en interdire l'accès, et enfin le fort Saint-Elme est édifié à l'extrémité de la péninsule de Xibéras, pour interdire l'accès de la rade de Marksamset. La péninsule située au sud de Birgou est renforcée, renforçant notamment le fort Saint-Michel. En son honneur, la péninsule prend le nom de Città Senglea. Grâce à sa position stratégique, et malgré de nombreuses réticences, Soliman le Magnifique décide l'expédition et les préparatifs démarrent à Constantinople. L'armée de Soliman compte 30 000 combattants, dont les soldats d'élite janissaires et Sipahi environ 9 000, de nombreux auxiliaires non combattants ainsi que les troupes de ses alliés, Dragut le pirate, Ulujali d'Alexandrie et Hassan Pacha d'Alger. La flotte commandée par Pial Pacha arrive à Gainj Tuféa et Marsaxlok, puis le débarquement commence le 18 mai 1565. Devant la supériorité numérique des Ottomans, les forces de l'ordre, qui ne comptent que 8 000 hommes, dont 600 chevaliers, se replient derrière leurs remparts. Après quelques hésitations sur la stratégie, blocus total de l'île préconisé par Mustapha Pacha, général de l'armée, et l'amiral Piali qui veut protéger la flotte, ordre est d'attaquer le fort Saint-Elme, défendu par 600 hommes, dont 70 chevaliers, sous le commandement du bailli de Saint-Elme, Luigi Broglia et Pierre de Massu-Vercoiran, dit le colonel Masse. La bataille du fort Saint-Elme commence le 24 mai. Malgré la vaillance héroïque des chrétiens, le croissant turc flotte sur un premier rempart dès le 29 mai. Aussi, les chevaliers se sont retranchés dans le fort. Le jeudi 31 mai, suite à une dépêche du vice-roi de Sicile venant de Messine, la Valette déclare « Nous savons maintenant que nous ne devons pas compter sur les autres pour notre délivrance, mais sur Dieu seul. » Le jeudi 7 juin, le chevalier Médran, connu pour son intrépidité et sa bravoure, est envoyé par les défenseurs du fort pour présenter au grand maître et au conseil l'état de dégradation des fortifications et la demande de se replier. Mais ordre du grand maître est de résister. Le dimanche 10 juin, Mustapha fait sonner une grande offensive qu'il espère définitive pour remporter la place forte, vu l'état d'épuisement des défenseurs. En vain, tandis que 1500 assaillants restèrent au pied des murailles, morts ou mourants. Chez les défenseurs, la garnison ne perdit que 60 hommes. Mustapha est impressionné par le courage de ses adversaires et ses nombreuses pertes.
et il propose alors le 14 juin aux chevaliers une reddition et un passage sain et sauf aux défenseurs du fort. Mais le moral des troupes est intact, surtout depuis la dernière offensive. Le refus est donc catégorique. Furieux, Mustapha et Dragut reprennent l'offensive, qui dure 6 heures avec des corps à corps terribles. Le lundi 18 juin, Dragut et Laga des janissaires sont mortellement blessés par un boulet de canon. Le 19 juin, Miranda demande au grand maître de ne plus envoyer de renforts qui seraient sacrifiés, alors que tout repli est désormais impossible. Le 22 juin, 2000 Turcs perdent encore la vie sans réussir à prendre la forteresse. Mais le 23 juin, l'assaut final est lancé. La résistance dure 4 heures avec une défense réduite à 60 hommes, mais Saint-Elme tombe. Elle aura coûté 8000 à 10 000 hommes au sultan, 1500 aux chrétiens, dont 120 membres de l'ordre. Les survivants sont faits prisonniers, réduits en esclavage ou envoyés aux galères. Les corps des chevaliers morts furent décapités, leurs troncs cloués sur des planches en forme de croix puis jetés à la mer. Les chevaliers survivants décapités, éventrés, leurs cœurs arrachés, leurs corps fendus en croix par dérision de la foi chrétienne, puis attachés sur des planches et jetés à la mer dans l'espoir que la mer les porterait au pied du château Saint-Ange. Les têtes sont placées sur des pics en direction de Birgou. En vengeur, La Valette fait décapiter les Turcs prisonniers et envoyer leurs têtes en guise de boulets de canon. La Valette organise la défense du château Saint-Ange, fait renforcer les garnisons de Birgou et Sanglea par 5 compagnies amenées de Mdina. Les vivres sont encore abondantes dans les positions assiégées et celles-ci bénéficient en outre d'une source naturelle jaillissant dans Birgou même. Dans un discours à ses troupes, le grand maître insiste sur la pénurie de provisions et de munitions chez les assaillants, touchés en outre par la maladie du fait de l'empoisonnement des sources de l'île, et leur dit « Nous sommes soldats de Jésus-Christ comme vous, mes camarades, et si par malheur vous nous perdiez tous vos officiers, je suis bien persuadé que vous n'en combattriez pas avec moins de résolution, et qu'alors vous sauriez bien prendre l'ordre de votre courage. » Du côté des Turcs, Mustapha fait déplacer les canons des collines de la péninsule de Xiberas vers les hauteurs de Corradino et du mont Sainte-Marguerite, qui entourent les péninsules de Birgou et Sanglea. Les Ottomans renforcent leur position en créant des tranchées, en élevant des murs pour prévenir les sorties des assiégés. À la fin du mois de juin, 112 pièces d'artillerie, dont 64 de gros calibre, sont prêtes à bombarder les 2 péninsules tenues par les chevaliers de l'ordre. Garcia de Tolède, vice-roi de Sicile, a longtemps hésité à engager ses troupes pour la défense de Malte, qui pouvait n'être qu'une manœuvre de diversion, et il craint de devoir répondre devant Philippe II d'Espagne de la perte de galères espagnoles dans une confrontation avec l'armada turque. Sur l'insistance du grand maître et poussé par les chevaliers de l'ordre qui n'avaient pu rejoindre l'île avant le début des combats, il se résout à laisser partir 4 galères, dont le commandement est confié à Juan de Cardona, avec à leur bord environ 700 hommes, dont 42 chevaliers, 56 canonniers et un détachement de 600 fantassins de l'infanterie espagnole commandé par le chevalier Melchior de Robles. La troupe débarque sur l'île durant la nuit du 29 juin et parvient à contourner les lignes ennemies à rejoindre Birgou par la crique de Calcara. Le piccolo Soccorso, le petit renfort, arrive à point pour renforcer les défenses de Birgou et le moral des assiégés. Le lendemain 30 juin, Mustapha décide de proposer à La Valette une reddition avec la vie sauve et le passage vers la Sicile en échange de l'abandon de Malte. Après le refus catégorique de La Valette, Mustapha ordonne alors de transporter par la terre des galères de la rade de Marxamset à celle de Marsa, évitant ainsi les canons du château Saint-Ange. Cette manœuvre lui permet d'attaquer Sanglea à la fois par la mer et par la terre en concentrant ses attaques sur le fort Saint-Michel, supposé le plus faible après Saint-Elme. Une fois Sanglea tombé, les forces ottomanes pourraient alors attaquer Birgou et le fort Saint-Ange sur tous les fronts. Mis au courant de ses intentions par un officier déserteur de l'armée turque, Valette répond en faisant construire un barrage côtier à l'aide de pieux enfoncés dans la mer, reliés par une chaîne de fer, et édifier un ponton entre Birgou et Sanglea pour faciliter la communication entre les 2 positions. L'encerclement est maintenant complet et l'attaque ottomane débute le 5 juillet par une immense canonnade de l'ensemble des positions chrétiennes. Des nageurs turcs sont envoyés avec des haches pour tenter de briser le barrage construit par les défenseurs le long des côtes de Sanglea et permettre l'attaque de la flotte.
Des Maltais armés de couteaux les repoussent. Le lendemain, nouvelle tentative à l'aide de cabestans et de câbles manœuvrés depuis la rive. En vain. Entre-temps, le Belherbé d'Alger, Hassan Pacha, arrive en renfort avec près de 4000 hommes et 28 navires. Mustapha leur permet de mener l'assaut suivant prévu pour le 15 juillet, qui vise à enlever Sengléa. L'attaque est prévue par la terre contre Saint-Michel et par la mer contre la côte sud de Sengléa. Hassan conduit les forces terrestres tandis que son lieutenant Kandelissa mène l'assaut maritime. Du côté de Saint-Michel, l'attaque se heurte à la résistance des hommes du chevalier de Robles, le chef du Picolos Socorso. Du côté de la mer, les assaillants ont réussi à prendre pied sur le rivage. L'explosion subite d'un magasin de poudre situé près du bastion de la Pointe de Sengléa met à bas une partie des remparts et ouvre une brèche à l'attaque ottomane. Proches d'investir la place, les Turcs sont finalement repoussés grâce à l'arrivée de renforts de Birgou par le ponton. Afin de prendre les défenseurs à revers, Mustapha ordonne un débarquement de 10 barques de 100 janissaires sur la pointe nord de Sengléa. La flottille est anéantie par une batterie dissimulée à fleur d'eau sous le château Saint-Ange avant d'avoir pu débarquer. Seul un navire parvient à regagner la côte, les autres sombrent dans la baie de Marsa. Pendant près de 5 heures, l'attaque se poursuit sur les 2 premiers fronts, mais après avoir perdu près de 3000 hommes, Hassan fait sonner la retraite. Le bombardement des 2 presqu'îles est maintenant systématique, et Mustapha compte sur les brèches dans les remparts et l'épuisement des défenseurs. Le 2 août, la canonnade est entendue jusqu'en Sicile, et 5 assauts du fort Saint-Michel sont repoussés. Le 7 août, Mustapha décide une attaque générale. Il mène lui-même 8000 hommes contre Sengléa et le fort Saint-Michel, Piali en conduit 3000 contre Birgou et le bastion de Castille. L'attaque contre Birgou est repoussée, mais plusieurs brèches sont ouvertes dans le fort Saint-Michel. Toute la population de Sengléa participe à la défense, mais alors que celle-ci est prête à craquer, Mustapha ordonne la retraite suite à un raid du camp de Marsa par le gouverneur de Mdina, Don Mesquita. Le 18 août, Mustapha Pacha attaque Sengléa et le fort Saint-Michel. La mine, installée après plusieurs jours de sape sous le bastion de Castille, est mise à feu. L'explosion crée une large brèche dans laquelle les troupes de l'amiral Piali s'engouffrent. Valette prend la tête de la défense et repousse les Turcs, qui reprennent l'assaut à la nuit tombée, sans faire définitivement tomber le bastion malgré de lourdes pertes maltaises. L'attaque reprend les 19 et 20 août sur le fort Saint-Michel et le bastion de Castille. La tour de siège, mise en place par Mustapha, est détruite et la stratégie turque n'arrive toujours pas à forcer la décision. L'enlisement est un risque pour les Turcs, qui font face aux échecs répétés, à la dysenterie, à la démoralisation des troupes, au manque de poudre, aux problèmes de ravitaillement. Les convois sont régulièrement attaqués par les corsaires chrétiens, et l'utilisation intensive de l'armement, notamment des canons. Le siège continue néanmoins, avec des poses de mines et des attaques ciblées contre le fort Saint-Michel et le bastion de Castille. Mustapha Pacha envisage de prendre la cité fortifiée de Mdina, qui offre des ressources importantes et un point d'appui au milieu de l'île. Mais il y renonce grâce au stratagème du gouverneur Don Mesquita, qui fait habiller et armer les paysans, réfugiés dans la cité, et qui fait croire aux Turcs que la cité est bien défendue. Le 25 août, le vice-roi de Sicile, Don Garcia, prend la mer avec 28 galères et près de 6000 hommes. Mais suite à la tempête, ce n'est que le 7 septembre que le débarquement a lieu à Melilla, sous le commandement de Ascano de la Coma. En repartant vers la Sicile, Don Garcia fait saluer le château Saint-Ange et le drapeau de l'ordre. La déception de la Valette est grande devant le peu de renforts. Aussi fait-il libérer un prisonnier et l'informe du débarquement de 16 000 hommes. Mustapha tombe dans le piège et le 8 septembre, l'évacuation immédiate est décidée par les Turcs. Comprenant son erreur, Mustapha et Hassan décident le débarquement de 9000 hommes malgré l'opposition de Piali. Les hommes de la Coma chargent et mettent en déroute une armée turque affaiblie et démoralisée, qui rejoint la baie de Saint-Paul et réembarque définitivement pour Constantinople. L'armée de secours fut reçue comme des libérateurs, sur une île dévastée où pendant plus de 100 jours,
Plus de 35 000 hommes moururent du côté turc, près de 10 000 du côté de Malte. Soliman est furieux de cet échec et prépare déjà une nouvelle campagne contre Malte, qui n'aura jamais lieu. Le prestige de l'ordre est immense en Occident, et grâce à l'argent des donations, Jean de La Valette entreprend la reconstruction et édifie une nouvelle forteresse baptisée Humilissima Civitas Valetae. Il mourut le 21 août 1568 et fut inhumé dans la cathédrale Saint-Jean.